Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. Je m'appelle Xavier Je m'appelle Romain. Et je m'appelle JC. et ce podcast est notre création pour les passionnés d'histoire. Et n'hésitez pas à nous écrire ou à nous laisser une appréciation sur votre application de podcast. On aime les feedbacks. Ceci est l'épisode 10, la dernière goutte d'eau. Lors du dernier épisode, on a vu comment Septime Sévère a accéléré la transformation de l'Empire au tournant du IIe siècle. Rome était déjà une dictature militaire depuis un certain temps, si on est honnête. Mais à partir de son règne, on peut clairement dire que le pouvoir des empereurs dépend quasi exclusivement de l'armée. Armée romaine dont le soutien se monnaie de plus en plus cher. Cette transformation va bien survivre à la mort de Septime en 211. L'infrastructure militaire qu'il a construite encadre tout le régime impérial désormais. Une infrastructure qui s'impose à ses successeurs sur le trône et notamment à l'empereur Alex, qu'on retrouve quelque part à la frontière de la Germanie en 235. À ce stade, la Légion romaine est devenue un personnage à part entière de l'histoire romaine. Pour le pire ou pour le meilleur, mais plutôt pour le pire. Revenons donc à 235, sur les bords du Main, pour suivre les aventures de son arrière-petit-neveu, le jeune Sévère Alexandre, qui à son tour vient affronter les Germains. Et là aussi, plus pour le pire que pour le meilleur, comme nous allons le voir. L'histoire de l'empereur Alex n'est pas une histoire simple à raconter. Les auteurs antiques qui la rapportent sont souvent en désaccord et les historiens modernes réfutent les versions simplistes de certains d'entre eux, notamment celles qui le font passer pour une véritable nullité. Mais sans pouvoir être catégorique sur son caractère ou sa compétence, il semble quand même clair que Sévère Alexandre n'est pas l'empereur le plus populaire de l'histoire de l'armée romaine, notamment ce printemps 235, lorsqu'il arrive sur les bords du Main pour aller combattre les Germains. L'empereur Alex est monté sur le trône en 222, à l'âge de 14 ans, donc bien trop jeune pour avoir le moindre souvenir de son lointain aïeul Septime Sévère. Mais il est probable que l'ombre de ce glorieux ancêtre, avec sa réputation militaire impeccable et ses réformes à la hache, va planer sur son existence. Car, même s'il ne l'a pas connu, le petit prince a dû en entendre parler toute sa vie. Même avec une jeunesse bien confortable et une éducation soignée dans un beau palais quelque part en Syrie, impossible de ne pas être tout le temps ramené au glorieux aïeul. Surtout quand il monte sur le trône et surtout par l'armée, qui littéralement garde une adulation pour Septime Sévère, l'homme qui les a couverts d'honneur et d'or. Mais Septime a pris le pouvoir par la force de son armée après avoir gravi tous les échelons dans l'empire de Commode. Il a su se forger un caractère d'acier et se bâtir une carrière d'officier exceptionnelle au fil des années de service. C'est un homme accompli qui a pris le pouvoir en 197, en pleine force de l'âge et avec toute l'expérience et le crédit nécessaire pour commander efficacement. L'empereur Alex, lui, élevé dans un palais doré sous la protection de sa mère et de sa grand-mère, la belle-sœur de Septime Sévère, a tout reçu dès son plus jeune âge comme héritage. Une vie bien protégée du malheur qui bascule tout à coup lorsqu'il est nommé empereur à 14 ans, à la suite du meurtre de son cousin. Un empereur très différent de son lointain aïeul donc, un pur produit de la meilleure éducation romaine, amoureux des philosophes et de la lecture. La majorité des auteurs rapportent combien on l'admire pour son esprit de justice et sa grande sagesse. Mais certains critiquent quand même son manque d'ambition, sa mollesse et son désintérêt pour la chose militaire, allant même à le faire carrément passer pour un lâche. Apparemment, l'empereur Alex n'était pas fan de la guerre, ni des militaires. Il est réputé cassant avec eux, imposant une discipline et des châtiments impitoyables pour les hommes qu'il doit commander maintenant. Mais dont son trône dépend en fait. Et en plus, l'influence très visible de sa mère sur lui, et par conséquent sur la vie politique, n'est pas forcément bien vue de tout le monde. Le jeune homme semble être sous son contrôle durant tout son règne, ce qui n'est pas forcément très bizarre au vu de son âge,
Mais ça passe mal aux yeux de l'armée, dans une société hyper patriarcale où le chef doit inspirer la force, pas juste être un bon fils bien éduqué à sa maman. Il n'est pas taillé pour le job, quoi. Le mauvais profil pour le rôle, si on t'écoute. Mais n'empêche qu'il n'en est pas moins l'empereur Sévère Alexandre en 235. Je veux dire, c'est quand même lui qui doit diriger l'Empire et sa force militaire, même avec un caractère et un entourage familial qui ne font pas de lui un homme populaire pour l'armée. Si la Légion est la véritable source du pouvoir à Rome, l'empereur Alex ne peut pas s'en désintéresser en tant que commandant en chef, ni se la jouer antimilitariste un peu hippie. C'est peut-être la corde qui soutient le pendu, mais c'est comme ça. Alors, il se passe quoi avec les Germains aux frontières? La concentration de l'armée romaine à Mayence n'est pas un hasard en 235. La situation sur le Rhin n'est pas bonne et les tribus germaniques voisines créent maintenant depuis plusieurs années des problèmes croissants. Si l'empereur Alex arrive en personne de Rome avec une énorme armée avec lui, ce n'est sûrement pas pour faire un pique-nique. En fait, peut-être pour son plus grand malheur, l'empereur Alex vient à peine de terminer une autre guerre en réalité, en Mésopotamie. Et le voilà maintenant obligé de faire face dardard à la nouvelle menace du jour qu'on appelle les Alamans à l'autre bout de son empire. Pour un empereur jugé pas trop porté sur la chose militaire, c'est quand même jouer de malchance. Alors, inutile de chercher une mention de cette tribu dans Tacite, vous ne la trouverez pas. Aucune trace des Alamans dans la Germanie. Ça peut sembler étrange, puisque leur présence est un immense problème en 235 et qu'ils sont devenus l'un des pires voisins de l'Empire. Mais en réalité, la plupart des historiens considèrent que les Alamans sont une nouvelle confédération de groupes de Germains, une grande union de clans, regroupant des hommes des tribus de l'Allemagne du Sud moderne, des Suèves qui vivaient déjà dans la région de Mayence sous Tacite, mais aussi d'autres peuples, peut-être des Germains immigrés, issus des groupes venant de l'Est et du Nord. L'origine de cette nouvelle entité reste encore discutée à ce jour par les spécialistes, comme le sens précis de leur nom. Probablement Allemann ou tous les hommes en langue allemande, même si d'autres étymologies ont été proposées. Sans certitude, la terminaison man, homme donc, laisse quand même penser à une nouvelle confédération de clans réunis sous une bannière commune, une alliance qui finira par construire son identité propre sous le nom de Alaman. Ce qu'il y a d'étonnant dans cette histoire, c'est comment cette alliance, littéralement sortie de nulle part, fait brusquement son apparition dans les textes. Les Romains ne nous donnent pas de détails, pas de nom de chef ou de projet politique, juste une alliance de Germains qui tout à coup sont sur la frontière et prêts à en découdre avec Rome. Comme si, en l'espace d'un siècle depuis Tacite, la menace germanique avait pris une toute autre dimension, sans que les Romains aient l'envie ou soient capables d'expliquer le pourquoi. Ah, je me disais bien que Tacite les avait pas oubliés non plus. Nous reviendrons plus tard sur ce phénomène de la création des peuples alamans et surtout francs, vu que c'est notre propos principal. Mais bon, j'imagine qu'il faut encore un peu de patience. En tout état de cause, ce nouveau groupe a fait une entrée fracassante dans l'histoire romaine 20 ans plus tôt. L'empereur de l'époque, un certain Caracalla, fils de Septime Sévère et dont l'empereur Alex est le petit-neveu, a fait plusieurs expéditions sur leur territoire et n'a pas laissé un souvenir impérissable aux habitants d'Outre-Rhin. Enfin, apparemment. La légende noire de Caracalla que nous ont transmis les auteurs romains est elle aussi bien remise en question désormais par les historiens actuels. Ce qu'on apprend cependant sans trop de nuances, c'est que Caracalla serait un tyran sans pitié, cumulant les pires travers de son père Septime Sévère en bombardant l'armée d'honneur et d'argent, mais en rajoutant d'autres comme la débauche et la cruauté. Un homme détestable et capable de la pire violence envers sa propre population, et aussi envers ses voisins, et notamment les Germains. Caracalla a porté la guerre chez les Alamans en 213 pour répondre à des incursions de leur part, soi-disant. En plus des opérations brutales de pacification, dont les Romains sont généralement capables, Caracalla a fait preuve de duplicité et d'une cruauté vraiment remarquée, notamment contre les femmes et les enfants, une pratique qui passe toujours mal pour les commentateurs de son règne, alors qu'il faut généralement en faire des tonnes pour qu'ils s'offusquent des méthodes employées par l'armée avec les barbares. On raconte même que les Alamans lui auraient jeté un sort pour lui faire perdre la raison, comme dernier stratagème pour se débarrasser d'un démon. Efficace ou non, Caracalla finira vite sous les coups d'un assassin,
mais laissera une frontière à peu près stable avec la Germanie pour un bon moment. Donc, du point de vue strictement de l'efficacité à court terme, un résultat acceptable, on va dire. Pour la morale, c'est sans doute une autre histoire, mais avec une efficacité court terme seulement. Parce que Rome a toujours un ennemi à la frontière qui en chasse un autre, une nouvelle menace dont il faut s'occuper. Et Caracalla, comme ses successeurs, et notamment Sévère Alexandre, se sont vite retrouvés happés par un autre conflit, donc, du côté de la Mésopotamie. Le royaume sassanide, qui s'est constitué dans un tout proche Orient à la suite de l'Empire parthe, couvre un immense territoire, composé entre autres de la Syrie, de l'Irak et de l'Iran actuel. Cet autre grand empire est devenu le nouveau archirival de Rome et va le rester pendant plusieurs siècles, littéralement. Et le conflit ouvert depuis 227 avec les Sassanides a forcé l'empereur Alex à découvrir la frontière du Rhin d'une partie de ses troupes pour mener la guerre en Mésopotamie. Et c'est donc de cette absence de troupes sous la frontière du Rhin pendant plusieurs années qui a ouvert l'appétit de conquête ou de vengeance des Alamans. D'où le retour à marche forcée de notre empereur Alex de Rome au printemps 235 avec d'immenses forces. Ouais, je vois le titre. Les Alamans, chapitre 2, la revanche. Oui, au-delà de la blague, à partir du IIIe siècle, Rome fait face à des attaques simultanées sur plusieurs fronts. C'est ça le problème. Pas seulement la Germanie, mais aussi en Mésopotamie et sur la frontière du Danube. Alors on a déjà des conflits sur ces trois fronts depuis Tacite, voire même avant. Donc rien de nouveau sur les points chauds de la frontière de l'Empire. Mais si les problèmes se déclenchent en simultané, la défense du Limès devient vraiment compliquée pour Rome. Pour un empereur qui n'est pas super fan de l'armée en général, ce n'est pas la meilleure situation possible. Mais bon, qu'il aime son armée ou pas, il doit quand même surmonter son dégoût pour gérer la situation. Enfin, on imagine. C'est parfaitement juste. Et c'est probablement le conflit intérieur auquel doit faire face l'empereur Alex en ce début de 135, si encore une fois on en croit la plupart des auteurs et leurs analyses de son caractère. Car notre jeune homme a pris une direction assez différente de ses prédécesseurs. Figurez-vous qu'il a décidé de bien gérer son empire plutôt que de ne s'occuper que de son armée. Une politique révolutionnaire en partenariat avec le Sénat pour retrouver la prospérité perdue. Et avec pour programme rétablir l'économie en arrêtant les dévaluations de monnaie et lancer une baisse massive des impôts qui étouffe le peuple. L'empereur Alex décide d'être un empereur efficace, un homme sérieux, qui s'entoure de fonctionnaires de qualité au service de l'Empire. Un programme qui peut nous sembler plein de bon sens, mais qui ne fait pas, mais alors pas du tout, le bonheur de l'armée, en tout cas de ses officiers. En gros, l'empereur Alex tente un retournement de politique en arrêtant la stratégie du toujours plus pour les légionnaires. Fin des gratifications supplémentaires, fin des primes et des pillages sur lesquels on ferme les yeux. Mais est-ce que ça doit vraiment être une surprise? Son éducation, son caractère, sa passion des livres et de la philosophie, tout ça rend assez vraisemblable qu'il ne soit pas très sensible au charme des camps militaires. Et apparemment, pas forcément coulant avec l'indiscipline et l'amour du gain qui sont devenus les vertus cardinales de l'armée depuis les dernières décennies. En bref, Sévère Alexandre s'est décidé, par caractère comme par réalisme économique, à arrêter la dérive de ses prédécesseurs et de traiter la gangrène qui est devenue l'armée pour l'Empire romain. Une armée qui pense moins à servir l'Empire qu'à se servir de l'Empire. Donc les auteurs présentent l'empereur Alex comme une espèce d'anti-militariste, un homme bon et vertueux, opposé aux vils intérêts vulgaires des soldats. Bon, ok, c'est possible. Mais c'était possible qu'il ne l'ait pas été tant que ça, mais que les auteurs romains futurs voudront faire remonter à son règne l'âge d'or où les légionnaires savaient rester à leur place, soit bien en dessous des nobles romains. En gros, notre empereur Alex est paré de toutes les vertus qui manquent à ces balourds de légionnaires. C'est clair. En tout état de cause, pour les légionnaires qui n'avaient peut-être déjà pas beaucoup d'affection pour cet empereur de bibliothèque, la rumeur qui circule début de 135 va sonner comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et la popularité de l'empereur Alex va s'écraser pour de bon. Tout d'abord, la campagne militaire en Mésopotamie, si elle ne s'est pas terminée en désastre, n'a pas non plus fini de manière très glorieuse. Au mieux, c'est un succès moyen qui a simplement permis de stabiliser la frontière et de trouver un terrain d'entente temporaire avec les Sassanides. Une paix un peu honteuse pour l'armée romaine qu'on attribue facilement au manque de courage et à l'indécision du jeune empereur. Plus prosaïquement,
l'armée n'a pas vraiment gagné grand-chose durant cette campagne. Pas de butin ou de pillage à grande échelle au profit de l'armée qui serait à mettre à son crédit. Pas de triomphe donnant droit à des gratifications. Une campagne extrêmement dure, avec de lourdes pertes, notamment au cœur de l'hiver en Arménie, qui n'a pas apporté grand-chose à ses soldats, habitués à s'enrichir contre leurs ennemis, habituellement à l'occasion des campagnes militaires. Si on fait l'hypothèse que ces troupes sont revenues dans une région dévastée par les raids alamans pendant leur absence, ça a pu aussi en rajouter dans la crise de popularité de l'empereur Alex. Pour beaucoup de soldats, la région de Mayence est celle où ils ont laissé derrière eux des amis ou de la famille. En fait, un légionnaire romain faisait souvent souche dans la région de base de son unité, en achetant une terre ou en construisant une famille pendant ses années de service. Retrouver une région ravagée par des raids barbares, parce que la Légion a été déployée sans succès à l'autre bout de l'Empire, peut être aussi une sacrée source de mécontentement pour les militaires. Si on manque de détails sur les raids germaniques de l'époque, le retour de Sévère Alexandre en force prouve que la région était sous une pression intense de ces Germains durant la campagne de l'Est. Alors, si on résume la situation, on a une armée qui est à la fois démoralisée par la guerre difficile contre les Sassanides, appauvrie par la baisse des gratifications accordées par l'empereur, et vraisemblablement ramenée sur un front militaire difficile que l'empereur Alex n'a pas su protéger. Autant dire que notre homme n'arrive pas en Germanie avec tous les atouts dans la main. Question popularité. Il semble en tout cas clair que de toute façon, le crédit de l'empereur Alex auprès de l'armée n'a fait que s'effriter au fil du temps, ce qui expliquerait le délitement progressif bien attesté pour le coup de la discipline générale des légions. Même si dans le fond, on ne saura jamais si ce sont les faiblesses de Sévère Alexandre qui provoquent l'indiscipline de l'armée, ou si c'est plutôt l'inverse, qui sait si Alexandre n'était pas un grand général, mais que tout ce qu'il a voulu faire a été empêché par des officiers pas trop volontaires pour obéir à un gamin et à se faire remettre à leur place par un empereur soucieux du bien-être de son empire. Mais ça change pas trop le résultat final. Je sens que ça va être chaud pour notre pauvre Alex. Eh oui, car l'empereur qui vient d'arriver avec les renforts est stationné à quelques kilomètres de Mayence, mais apparemment ne compte pas rejoindre les troupes stationnées là pour mener la totalité de l'armée côté Germanie, selon certains bruits. Pourtant, les légions de renfort qu'amène Alex font de l'armée du Rhin une force formidable, à même de faire payer les Allemands le prix fort. Mais la rumeur qui enfle est que cette troupe n'est là que pour parader. Le plan de l'empereur Alex serait de payer les Allemands à prix d'or et d'acheter la paix et leur alliance pour éviter la guerre. La remontée des troupes d'Italie ne serait qu'une démonstration, un moyen commode d'impressionner les Germains et de les forcer à se calmer et de venir à la table des négociations. En résumé, pour les légionnaires, on n'aurait plus un sesterce et on peut sans problème les faire crapahuter et souffrir d'un bout à l'autre de l'Empire. Mais pour trouver de l'argent, histoire de s'acheter de la tranquillité, en payant des traîtres qui ont pillé le pays durant l'absence des hommes, là, c'est bon, on peut s'arranger. Cette rumeur, que rapportent les auteurs mais dont on n'aura jamais le fin mot, sert de déclencheur à l'épisode final de l'histoire. Un épisode qui ne surprendra donc personne à Rome, et les auteurs s'accordent plus ou moins sur les grandes lignes de la séquence. Selon la version habituelle, une délégation de soldats quitte Mayence pour s'expliquer avec l'empereur, avec ou sans la bénédiction du général Maximin, l'homme en charge des légions du Rhin que Sévère Alexandre a mis en place pour diriger la frontière dans les dernières années. Ces hommes pénètrent à plusieurs dans la tente de l'empereur en ce début d'après-midi, apparemment sans trop d'opposition. À ce stade, on peut imaginer que les sentiments de dégoût sont sans doute partagés dans toute l'armée, que ce soit parmi les troupes du Rhin, comme parmi les renforts que l'empereur ramène. En tout état de cause, personne ne semble essayer d'arrêter le groupe qui arrive de Mayence pour discuter avec l'empereur, ce qui à la base semble assez curieux. Le ton monte donc immédiatement dans la tente, la délégation hurlant des insultes sur l'empereur, et quelques minutes plus tard, plusieurs d'entre eux sortent leurs épées et le massacrent sur place, sans autre forme de procès. Et pour faire bonne mesure, ils attrapent aussi sa mère et lui font subir le même sort. Et ainsi se termine la dynastie des Sévères et s'ouvre une grande période que nous allons couvrir dans les épisodes suivants, une période qu'on appelle la crise du IIIe siècle à Rome. Alors, pour être juste, on peut aussi imaginer que la négociation avec les Alamans n'était pas non plus si absurde que ça stratégiquement. Pour un empereur pas sûr de son armée,
qui semble ouverte à la rébellion et avec d'autres menaces aux frontières, ce n'était pas non plus complètement stupide que de chercher l'arrangement avec les Alamans. C'est pas comme si les empereurs précédents avaient toujours réussi des opérations militaires de folie outre-Rhin. Et cette version n'est pas incompatible avec la fin de l'histoire, où un empereur un peu timide et sans autorité, amoureux de la paix et de la bonne gestion, se crache contre l'avidité et l'insubordination des villes légionnaires. Quoi qu'il en soit, l'histoire finit mal pour l'empereur Alex. Mais quelle conclusion de tout ça pour les Alamans alors? En fait, plusieurs si on y réfléchit. Tout d'abord, cette histoire révèle que loin du cliché habituel des hordes barbares déferlant sur le pauvre empire doux et pacifique de 476, la frontière n'a jamais été stable pendant les 5 siècles de Pax Romana en Gaule. Non seulement les affrontements ont été constants bien avant la chute de Rome, mais les conflits ne sont pas dus seulement à des hordes assoiffées de sang. Les Romains ont bien cherché eux aussi les problèmes en intervenant sans cesse en Germanie pendant des années et en essayant de contrôler à défaut de coloniser cet espace et ses peuples. Il faut oublier définitivement une vision manichéenne de gentils et de méchants dans cette histoire. La frontière et les affrontements sont le fait des deux côtés, avec des luttes incessantes et des raids dans les deux sens. Dans le cas du pauvre empereur Alex, il doit venir régler une situation outre-Rhin, du côté de la forêt noire, née des incursions des Alamans. Mais des incursions que les historiens lient à l'action pleine de traîtrise de son grand-oncle Caracalla 20 ans auparavant, et qui provoque une réaction de vengeance en chaîne. Donc la guerre autour de la frontière du Rhin n'est pas une chose nouvelle en 235, et ça ne va pas s'arrêter là. Le conflit et l'instabilité entre la Germanie et l'Empire va durer des siècles, et sûrement pas se cantonner aux quelques années, avant la soi-disant chute de Rome de 476. Pas facile de choisir la victime et le coupable dans cette situation. Les deux mondes ont coopéré et se sont affrontés sans cesse depuis l'intégration de la Gaule dans l'Empire 3 siècles plus tôt. 235 marque peut-être un changement du côté de Rome, mais pour ce qui est des relations entre l'Empire et la Germanie, on voit bien que les dynamiques conflictuelles sont en place depuis très longtemps. Et c'est pas fini. La deuxième leçon, c'est que loin du cliché d'une armée romaine toute puissante, les Germains sont devenus une véritable menace dès le IIe siècle. La tentative de l'empereur Alex, ou d'amener une force considérable sur la frontière, ou de négocier avec eux, signifie bien que dans l'esprit romain, la menace des Germains n'est plus une plaisanterie. Il faut maintenant composer avec les tribus d'outre-Rhin comme une force sérieuse, à ne pas négliger. Pas comme un punching ball qu'on peut frapper sans trop se poser de questions. Pourtant, les techniques militaires ou la technologie n'ont pas fondamentalement changé depuis l'époque des premiers empereurs ou même celle de Tacite. Rome dispose toujours d'un équipement d'une qualité supérieure, d'une logistique impeccable et de troupes superbement organisées. Enfin, quand elles veulent bien obéir. La seule interprétation possible à cette menace bien supérieure de la part des Germains, et là aussi on va devoir en reparler, c'est que les tribus ont amélioré leur niveau de jeu. Les années au contact de Rome n'ont pas servi à rien, et les Germains ont su mettre à profit ce temps pour rattraper une partie de leur retard tactique pendant que l'Empire, lui, stagnait dans les problèmes multiples, à la fois démographiques, économiques ou politiques. Les prochaines années et le prochain épisode vont illustrer une nouvelle fois la nature parfois conflictuelle de cette relation séculaire entre Rome et la Germanie, et prouver que Rome a encore en elle la puissance de faire plier son adversaire, dans une certaine mesure en tout cas, mais pas complètement, ni définitivement. Le temps où Rome pouvait soumettre un pays voisin de millions d'habitants comme la Gaule est derrière eux. Sans doute, les conditions ne sont pas les mêmes, bien sûr, mais surtout, la puissance romaine n'est plus capable d'archidominer un monde si vaste et fragmenté comme la Germanie. L'année 235 ne marque pas le début d'une nouvelle ère pour Rome, avec une crise dont nous reparlerons dès le prochain épisode, mais aussi sans doute un tournant dans le rapport de force qui oppose les deux mondes depuis 2 ou 3 siècles déjà, et qui va prendre un nouveau départ à partir de cette date. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.